Tout le monde a envie de me parler de Yuji et de son power-up et son point transformé. Est-ce que c'est dû aux embryons parce qu'il fait partie des 9 embryons ou est-ce que ce sont des résidus de Sukuna qui étaient en lui ou alors autre chose? Est-ce qu'on va avoir une extension de territoire de Yuji? Il descend là, il va directement affronter Sukuna. D'ailleurs, l'auteur avait raconté à ses débuts, quand on lui parlait de ressemblance avec Naruto, que la principale différence entre Naruto Kyuubi et Yuji Sukuna, c'est que Yuji Sukuna ne s'entendent pas. Et Yuji ne va pas narutiser Sukuna. Mais avant cela, nous devons parler du chapitre 242 Jujutsu Kaisen. Donc si tu aimes bien mes analyses, mes vidéos, tu partages, tu likes, tu t'abonnes, parce que ce genre de qualité d'analyse, tu ne la trouves pas partout. Et oui, beaucoup de gens vont juste te raconter ce qui se passe dans le chapitre et moi j'analyse parce que là on a un chapitre qui est quand même très Hunter x Hunter. Et ça commence avec l'analyse du personnage de Kutsakabe, et oui, qui pendant la discussion sur comment est-ce qu'on va gérer la problématique Kunjaku, parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. La première, l'équipe fond sur Sukuna, mais dans ce cas-là, même s'il gagne contre Sukuna, on va dire que Kenjaku arrive juste derrière et les dégomme tous, dans le cas où Goju perd. Et si jamais il envoie directement des exercices pour aller contrecarrer Kenjaku qui doit attendre la fin de la track pour faire une fusion entre les Japonais et ce cher Tengen pour donner un mille-pattes monstrueux, ne peut se faire que si la track se finit, et se finit seulement si tous les exercices sont morts. C'était sa nouvelle règle un petit peu à ce cher Kenjaku. Je crois qu'il l'a fait passer un petit peu au forceps, cette nouvelle règle. Il a contraint le petit Zozio pour cette nouvelle règle, c'était pas vraiment sympa. Ce qui fait que tant que Yuta et Kenji Akabi sont en fait vivants, il n'y a pas de grande chance que Kenjaku arrive directement à ses fins. C'est pour cela, et sous la direction de Mei Mei, qui décide d'envoyer Takaba, ce cher humoriste, directement affronter Kenjaku, et c'est l'ange incarné à l'intérieur de la petite blonde qui suggère ce prénom-là parce qu'il connaît un petit peu son sort. Mais il dit attention, je vous partage cette information-là, mais vous ne devriez pas en parler outre mesure, ça pourrait diminuer la puissance de son sort. C'est quelque chose qui est très lié à Hunter x Hunter et au nen, ou dans le nen d'Hunter x Hunter, comme l'a fait Boomer dans la série. Si jamais tu donnes les conditions et les techniques pour contrer ton sort à ton adversaire, tu renforces ton nen, tu renforces ta puissance. C'est ce qu'avait fait Boomer en disant salut les gars, je suis Boomer ». C'est une chose qui est reprise directement par J.J. Akutami dans Jujutsu Kaisen. Le vieux de la famille des Zenin essaye de le faire dans l'épisode qui est actuellement de la saison 2. Et ça revient plusieurs fois dans le manga, sans grande précision, sans dire que c'est une vérité générale, mais on dit régulièrement que voilà, si tu énonces ton sort à ton adversaire, tu diminues ta faculté à le surprendre, c'est donc une condition, et dans ce cas-là, ta puissance de ton sort augmente. On le voit directement là-dedans. Mais mec qui dit, hein, la dernière fois j'ai fui le combat, donc là je suis pour un petit peu prendre part aux directives à ce niveau-là. Et d'ailleurs c'est son petit frère, oui, je crois, qui a téléporté Takaba directement ici. C'est ce qu'avait sous-entendu Kunjaku dans le chapitre de la semaine dernière, mais je me suis dit, comment tu fais le lien logique? Il avait dit, effectivement, dans le ciel, il n'y a pas de corbeau, donc je pense que c'est pas Mei Mei qui se pointe, mais juste son petit frère qui a téléporté ce cher Takaba ici. Ce combat est un peu une réponse aux différentes intrigues qu'avait mis l'auteur dans son œuvre. Il avait parlé de deux choses. Le sort d'Hajime, cette espèce d'exorciste qui maîtrise la foudre et qui s'était battu contre Kinji, et qui avait dit dans sa victoire contre Kinji, je ne peux pas utiliser mon sort parce que je l'utiliserai qu'une seule fois, et je veux le faire contre Sukuna. Le premier combat qu'on a eu derrière le Gojo Sukuna, c'était voilà, la réponse à cette intrigue-là. Bon, voilà, ce sort qui pourrait tuer Sukuna, quel est-il? Et l'auteur nous y a répondu il y a 2 semaines. Ensuite, la deuxième intrigue qu'on avait, c'est ce cher Takaba, qui est un humoriste qui n'était pas plus puissant que ça, qui est un personnage un peu drôle, qui ne sert à rien, mais l'auteur avait dit dans un encadré, attention, il a un sort quand même hyper puissant, parce qu'il peut modifier la réalité, c'est quelque chose qui pourrait mettre à mal Sukuna. Donc voilà, là, l'auteur revient sur ces choses-là, il doit finir son manga, donc toutes les promesses qu'il a faites ici et là, il est obligé d'y répondre maintenant, et c'est pour ça qu'on a ce genre de chapitre-là, tout en nous tenant en haleine sur le bras de Yuji. Je vous ai pas oublié, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus les gars, et moi aussi. Ensuite, c'est un auteur qui est très curieux. D'ailleurs, quand il a fait le combat avec la sauterelle contre Yuji, il s'était renseigné sur les sauterelles pendant 2-3 semaines, il lisait des bouquins, etc., pour essayer de voir s'il n'y avait pas des informations qui pouvaient être intéressantes en plus du combat. Dans Jujutsu Kaisen, le combat est intéressant, mais l'auteur essaie toujours de nous
ramener sa culture générale, comme quand il nous parle des mathématiques pour le sort de Satoru Gojo, en nous expliquant plus l'infini, les nombres irréels, moins l'infini, etc. Ce qui a donné, en début de manga, quelque chose de complètement incompréhensible, mais moi j'aime bien avoir ces petites informations de culture générale supplémentaires, comme ça quand tu vas manger avec des gens, etc. Vous saviez que les sauterelles mangeaient 4 fois leur poids par semaine, tu passes pour un génie, on dirait que t'as une culture générale de ouf. Non! C'est juste que je dis des mangas. Et t'avais un petit peu ça beaucoup dans Shaman King, où t'avais à chaque fois que Yu Asakura affrontait des personnages, des adversaires, t'avais souvent des adversaires qui avaient des grandes thématiques de culture générale, et donc qui, à travers le combat, te donnaient des informations qui étaient intéressantes, et on a ça dans Jujutsu Kaisen. On avait le cas d'un dessinateur manga, donc ça te rappelait un petit peu, c'est Kenji qui affronte un dessinateur manga, et donc ça te parle un peu de l'enfer, de la page blanche, etc., qui sont des thèmes assez intéressants. En plus, c'est une mise en abîme. Un manga qui te parle d'un autre mangaka, enfin un mangaka qui te parle d'un mangaka dans une œuvre et des problématiques, c'est une mise en abîme qui est toujours intéressante. Et là, tu as ça pour l'humour, qui est un trait intéressant, parce que l'humour au Japon est spécial. Et ça nous empêche, nous, en tant que lecteurs européens, de rentrer réellement dans le vif du sujet, parce que déjà, un, on a un humour différent, deux, les techniques d'humour ne sont pas les mêmes au Japon et ici, et trois, il faut déjà admettre quand tu analyses pas les humoristes qu'il y a des techniques d'humour. Beaucoup pensent que l'humour, c'est quelque chose d'inné, ou tu es humoriste ou tu ne l'es pas. Et donc, si t'es pas drôle et que t'es pas marrant, tu peux pas être humoriste. Si t'es drôle et que t'es marrant, bah, tu peux être humoriste. Alors que, et j'avais vu une interview de Roman Frécinet à l'époque, l'humour, c'est que des techniques. Il y a des techniques pour amener un contexte, ensuite prendre le spectateur à contre-pied, créer le moment où tu as une chute, monter l'intensité de ton histoire, il y a plein de techniques. Et dans l'humour japonais aussi, d'ailleurs, tu as plusieurs œuvres qui sortent. Il y en a une qui est sur, je crois, c'est ceux qui ont dessiné Death Note, les deux, qui ont ensuite fait Bakuman sur l'univers des mangas. Maintenant, ils attaquent l'univers de l'humour. Il y a le tome 2 qui vient de sortir, je l'ai vu à la FNAC. Comme quoi, tu as cette volonté pour les mangakas de parler d'eux-mêmes et des mangakas et finalement de parler d'humour, parce que c'est peut-être deux choses assez liées. Et l'auteur, JJ Akutami, a fait ça aussi dans son œuvre. Contre Kenji, Kenji affronte un mangaka, et là on a Kenjaku contre un humoriste. Et tu vas apprendre beaucoup de choses sur l'humour. Bon, sur les deux personnages, mais aussi sur l'humour, notamment, et tu auras une mise en scène de Kenjaku justement qui se place en situation de professeur quand il donne son avis sur l'humour à Takabe, qui est normalement l'expert. L'enjeu du combat va se jouer sur le fait que tu pensais, et c'est comme ça que tu es surpris, que Takaba, expert en humour, allait tomber sur un Kenjaku qui est aux antipodes de l'humoriste. Le mec, c'est un génocideur, il veut génocider. Mais il se trouve que même ce personnage, aussi horrible soit-il, il a une passion aussi pour l'humour. Et il va rebondir de manière humoristique sur la première vanne de Takada, qui va lui dire « Bah oui, j'ai été champion d'un tournoi d'humour, etc. » Comme si l'humour, tu devais le prouver. Et Kenjaku va complètement déconstruire son argumentaire en te disant « Bah oui, t'attends de moi que je te dise bah, t'aurais été dernier plutôt que premier, ou t'attends de moi qu'ils disent qu'il n'y a que les mauvais humoristes qui ont fait cet humour-là », ce qui aurait tourné Takada en ridicule. Mais plutôt que jouer son jeu, il va décortiquer les techniques d'humour. Et Takada va se rendre compte « Ah, face à moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment réfléchi aux problématiques de l'humour. C'est pas juste un passionné, c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi sur ce sujet, et même Kenjaku va lui donner plusieurs références, très certainement d'auto-humoristes, et va lui faire comprendre, Kenjaku, sans lui dire, bah, je suis un expert de l'humour, et peut-être un peu plus que toi, et une fois qu'il a déstabilisé comme ça Takada, il va lui dire, et de toute façon, ton humour, il a telle problématique, telle problématique, telle problématique, notamment celle de l'égoïsme, où souvent, les humoristes peuvent tomber dans le piège de passer à côté des techniques d'humour juste parce que tu te fais rire toi-même. Et l'humour, eh ben, il est différent pour chaque personne. Et si tu t'offres d'être humoriste, donc de faire rire les autres, il faut que tu les fasses rire selon leur propre humour à eux. Et c'est dans ce cas-là, et tu l'as dans le rap, tu l'as dans beaucoup de choses, est-ce que tu as fait les choses, tu l'as beaucoup dans le domaine artistique, est-ce que tu fais les choses pour toi, ou est-ce que tu fais les choses pour ton public? Et comment est-ce que tu gères quand tu fais les choses pour ton public, mais qui ne te plaisent pas à toi? Damso avait dit, bah moi ça me ferait chier d'écrire un titre, que ça devienne un tube international, et une année où je dois le chanter pendant le concert, bah c'est une musique que je n'aime pas. Donc c'est une des limites sur le fait, est-ce que tu dois te faire plaisir à toi ou à l'autre? Et ça c'est hyper intéressant. Et Kenjaku comme ça, en déstabilisant l'autre, mais sans faire exprès, juste sur des thèmes de l'humour, parce que lui-même adore, a une passion, a une bonne compréhension des techniques et des arcanes de l'humour, va déconcentrer Takada, lui faire perdre confiance en lui, et c'est la clé de son sort. Ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que là,
Takada, tu peux pas le toucher avec des sorts. Il a un petit peu le même pouvoir que Luffy, Gear 5 dans One Piece, c'est-à-dire que tout est cartoonesque autour de lui, donc tu ne peux pas forcément le blesser ou lui faire du mal, et Kenjaku arrive pas, il voit ses sorts annulés, ses sorts devenir cartoonesques au contact de Takada. Mais la clé, c'est que si jamais tu lui fais perdre confiance en lui, et notamment au niveau de son propre humour, tu peux commencer à le toucher, Takada trébuche, commence à se manger des patates, tente le premier qui rigole perd, mais il se trouve que Kenjaku sait aussi rire de lui-même, il va défenestrer son crâne, il va faire une grimace qui est un peu plus intéressante que celle de Takada, donc il va le battre sur son propre terrain, celui de l'humour. Takada trébuche, tombe sur un cadavre. Peut-on rire de tout? La question, vraiment, oui, mais pas avec n'importe qui. Il est déstabilisé, il remet en question sa position d'humoriste, chose dans l'introduction de Takada que son responsable hiérarchique n'avait pas réussi à faire en lui demandant est-ce qu'un humoriste fait de l'humour pour lui ou pour son public. Takada lui a dit 50 pour 50, voire 70-30. Son chef hiérarchique n'avait pas réussi à tuer en lui son envie de devenir humoriste. Kenjaku est en train de la faire puisque c'est le mal et la terreur incarnée. Voilà, donc un chapitre hyper intéressant à décrire parce que ça touche autre chose que l'histoire et que le manga. Ça touche la passion, ça touche la création. Je crée une chaîne YouTube, donc je comprends ce qu'a voulu dire l'auteur et ça manque aujourd'hui peut-être. C'est bien d'avoir de l'épique. C'est bien d'avoir des choses qui te fait oublier ton quotidien, finalement. Mais aussi découvrir des passions à travers les personnages, je trouve ça intéressant. Donc super chapitre pour moi. Voilà, c'est tout pour vous dire ça. À la semaine prochaine pour la suite et pour parler de Yuji. Partage si tu kiffes. Bisous.